Oui, nous avons vu moins 50 à moins 70%, voire même sur certaines cryptos, moins 80, moins 85%. Et les altcoins, on a l'habitude, chutent beaucoup plus que Bitcoin. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que ces altcoins sont capables de reprendre vie très très rapidement. Certains sont d'ailleurs en train de surperformer le marché pendant que Bitcoin consolide sur une position de milieu de range. Alors oui, dans les nouvelles, la retrait de la SEC face à Ethereum et Consensus est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? On avance vers la représentation d'un Ethereum comme une commodities, un petit peu comme les Bitcoins, mais clairement ce n'est pas encore le cas, et cette nouvelle n'est pas suffisante pour redonner un nouveau souffle au niveau du cours. Mais alors, que faut-il pour repartir, et surtout, que faut-il pour valider cette alt summer qu'on est en train de voir au loin peut-être? Bonjour, c'est CryptoIs, je suis entrepreneur, trader et investisseur crypto, et on va revenir ensemble sur la situation. Je pense que vous l'avez pas loupé, ces grosses boules faites, AGIX, AKT, Tao qui se trouve ici, ont performé sur le marché parce que justement nous avons des nouvelles macroéconomiques qui sont plutôt positives, qui sont autour de Nvidia. Nvidia, j'en parle déjà depuis très longtemps, qui surperforme le marché, qui devient la société la plus importante au monde, ce qui n'est pas rien. Et derrière, forcément, on a la volatilité de l'intelligence artificielle qui reprend le pas, notamment dans le domaine de la crypto. Et encore une fois, on est toujours dans cette phase d'hyperspéculation où on va avoir des rallyes parce que justement sur la macroéconomie, on a des rallyes. Alors qu'il n'y a pas de corrélation directe, mais encore une fois, peu importe, la spéculation fait que si on a un narratif qui performe dans la macro, on aura un narratif qui performera, qui sera suffisamment spéculatif pour performer dans la crypto, qu'il y ait une interface, qu'il y ait une relation entre les deux ou non. D'accord? C'est toujours comme ça. Il faut garder en tête justement que tant que Nvidia, et en tout cas l'intelligence artificielle d'ordre original, parce que Nvidia n'est pas l'intelligence artificielle, mais est un des moyens nécessaires pour mettre en place l'intelligence artificielle, performe dans le marché traditionnel, ce sera le cas au niveau des cryptos, et je pense que l'inverse sera tout aussi vrai à partir du moment où ce ne sera plus le cas dans la macroéconomie. Dans les nouvelles, nous avons quand même une petite histoire qui est très comique, c'est pour ça que je vais en parler, qui est comique façon de parler. Nous avons Kraken qui a annoncé, donc Kraken, gros exchange, qui a annoncé s'être fait hacker de 3 millions de dollars, et il a expliqué que les hackers, en fait, étaient des white hats, mais que, du coup, détenir les fonds en demandant un pourcentage, ou en tout cas avoir un bug hunting, avoir une récompense, ce qui est plutôt classique, parce que généralement quand on regarde les conditions de Kraken, oui nous avons ce qu'on appelle un bug bounty, c'est-à-dire que il rentre, enfin en tout cas il paye la personne qui découvre un bug, et justement ne l'exploite pas à des fins malicieuses. Et là c'est le cas, on regarde gravité critique, parce que c'est exactement ça, ça a été noté gravité critique, c'est entre 100 000 dollars et 1,5 million. Comprenez bien que là le hack c'est de 3 millions de dollars pour valider si oui ou non ça a été effectué, surtout qu'on apprend par la suite que c'est Certic. Pourquoi on apprend que c'est Certic? Parce qu'ils voulaient pas forcément communiquer autour de ça, même s'ils sont en relation avec Kraken depuis le début, parce que Kraken est en train de faire passer Certic comme étant des mauvais qui demandent, qui font de l'extorsion, alors que tout simplement Certic, ils ont expliqué pas à pas pourquoi ils ont fait ça. En l'occurrence, ils ont testé le bug, ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont alerté, donc ça s'est passé le 9 juin, ils ont alerté les équipes de Kraken qui ont corrigé le bug, et sauf que cette partie-là, elle a été oubliée. Cette partie-là, elle a été totalement oubliée, et donc forcément Certic patiente et demande aussi le bug hunting, et demande les éléments nécessaires pour pouvoir rendre l'argent. Il faut une adresse, il faut que cette adresse soit sécurisée, il faut que le montant qui soit aussi réclamé corresponde à ce qui a été récupéré, en tout cas à ce qui a été volé entre guillemets dans ce hack. Et le problème c'est que le montant ne correspond pas non plus. Donc là on va dire une petite confrontation entre Kraken et Certic, Certic étant un cabinet spécialisé dans les audits de smart contracts, qui est un des plus performants, mais aussi un qui fait le plus de conneries de base, notamment en 2021 et 2022, les plus gros hacks étaient liés à des audits en fait de Certic qui n'étaient pas forcément bien faites, mais ça n'empêche que à l'heure actuelle, il y a un combat entre Kraken et Certic, et juste pour la petite info, je sais pas si vous étiez au courant, mais oui, c'est rentable d'être un white hacker, c'est-à-dire un hacker au chapeau blanc, c'est-à-dire qu'on découvre des failles, on alerte les failles, et on récupère en fait tout simplement une prime par rapport à ça. Encore faut-il qu'elle soit payée. D'ailleurs, en parlant de payer, on a l'intervention du CEO de Circle, qui est très intéressante, parce que faut comprendre que Circle, c'est vraiment le plus gros acteur, je pense, dans les 5 prochaines années au niveau des stablecoins. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout le nécessaire pour entrer dans la réglementation américaine,
et la réglementation européenne. Ils sont en train de se positionner vraiment très intelligemment et ils pensent largement que dans la prochaine décennie, 10% de l'argent échangé sera des stablecoins. Et je pense qu'on est vraiment pas loin et la décennie étant pour moi peut-être trop élevée en termes de perspective. On serait certainement dans 5 ans, ce qui serait à peu près cohérent au vu de la mise en place des réglementations qui sont en train d'être effectuées et de l'intégration des stablecoins, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier, de PayPal par exemple. PayPal, son stablecoin et l'utilisation du on-ramp, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter de la crypto directement avec PayPal, fait que on a une intégration de la crypto-monnaie dans la vie de tous les jours, et ça c'est excessivement positif. Pourquoi je vous disais en introduction, si vous vous souvenez bien, que ce n'était pas suffisant le fait que la SEC parte, en tout cas arrête son enquête sur Ethereum et Consensus. Parce que, en l'occurrence, on n'a pas d'arrêté disant que Ethereum n'est pas une securities. On n'a pas d'arrêté disant que Ethereum est une commodities. On n'a pas d'arrêté disant que, en fait, c'est bon, on peut continuer. C'est bon, Consensus n'a pas fait d'erreur. On a juste arrêté une phase d'enquête. Il n'y a pas de compte-rendu qui a été effectué là-dessus. On a juste une lettre disant, bon bah pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de dire, donc on arrête l'enquête. C'est tout. Et forcément, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que Consensus continue d'ailleurs sa poursuite sur la SEC pour pouvoir avoir quelque chose qui est acté et ne pas revenir sur une parole ou sur une décision de justice à partir du moment où c'est effectué. Ça permet de ne plus revenir en arrière. C'est ce qui a permis la validation des ETF spot Bitcoin. C'est le fait que la SEC a perdu face à Grayscale Capital. Et ce n'est pas rien et c'est vraiment important pour la suite. C'est avoir des bases solides pour pouvoir construire. Ce n'est pas attendre que la personne arrête de nous poursuivre pour dire on peut respirer pendant quelques instants en attendant que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, la SEC revienne ou la CFTC revienne. Encore une fois, il faut impérativement que ce soit acté. C'est un petit peu ce qui est en train de se positionner maintenant au niveau de Consensus et je pense que c'est une très bonne chose qu'il va falloir statuer. Ça va prendre du temps, mais en l'occurrence, ça avance petit à petit. Pendant ce temps-là, c'est vrai que sur la macroéconomie, on a peu bougé hier, étant donné que c'était un jour férié, donc il y avait très peu de mouvements, je vous avais alerté, et c'est quelque chose qu'on a ressenti normalement au niveau de BTC, dans lequel on a eu très peu de mouvements aussi. On a oscillé entre respiration et accélération, mais néanmoins, c'est principalement porté par notre ami Nasdaq. Encore une fois, on est en train de s'installer au-dessus des 20 000. Il faut bien comprendre à quel point c'est important au niveau du Nasdaq. Le S&P 500 aussi s'approche des 5500 points pour s'installer certainement au-dessus. On a une macroéconomie américaine qui pousse et qui n'arrête pas de pousser. Et quand on regarde à côté le BTC, on voit qu'on est plutôt dans une phase de léthargie un petit peu complexe, avec derrière, oui, une journée qui était plutôt dans le rouge pour Bitcoin, mais assez peu somme toute pour les altcoins, et un début de journée aujourd'hui qui est plutôt dans le vert, mais ce qui va être vraiment important, ça va être l'ouverture de Wall Street à 14h30, très très important, la relation et l'impact de la réouverture des flux institutionnels et des flux tout simplement américains sur le marché des cryptos. Je pense que ça va être vraiment déterminant. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans cette phase de maintien, on est en milieu de range, donc on est vraiment sur un très très gros support, on voit que c'est défendu, on voit qu'on est allé chercher les 0,5 de rechargement, donc il faut que cette partie-là tienne. Si les 65K ne tiennent pas, ça veut dire que principalement on va aller chercher les 62, voire certainement les 60. D'accord? Si ce niveau-là ne retient pas, ça ne sert plus à rien, ça veut dire qu'on va chercher le bas de range, et donc ensuite on va repartir à la hausse. Ça veut dire aussi qu'on aura une pression sur les altcoins, mais qui sera certainement beaucoup moins important que ce qu'on a déjà vécu dans la première phase. Cette phase, c'est toujours de la liquidation. Ici, on liquide ce qui a été connu ici, ce qui a été cumulé ici, ce qui est plutôt classique dans ces périodes-là. Et ensuite, on aura une réaccumulation tranquillement pour repartir dans un haut de range. Et là, on aura une nouvelle opportunité pour breakout ce range par la suite. D'accord? Donc là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui, cette fin de semaine. Et c'est tout à fait normal. Encore une fois, on est dans un milieu de range, on va chercher soit le haut de range, soit on rebondit vers le haut de range, on va chercher le bas de range. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous les cas, cette temporalité est relativement courte, parce que tout va se jouer d'ici fin juin pour préparer justement la période estivale, juillet, dans lequel ça arrive très régulièrement d'avoir cette phase de alt season qui est quand même très très intéressante. Même si elle est courte et peu volatile, ça n'empêche que ça va donner un engouement au niveau du marché et ça va redonner le sourire énormément à certains acteurs et c'est ce qui va être vraiment important. Le souci, c'est qu'on a aussi d'autres éléments qui nous dirigent au niveau de Bitcoin pour nous montrer, nous expliquer une partie de la chute que l'on a connue, notamment dans cette phase baissière, dans lequel ce sont des long-term holders
et qui ont beaucoup de BTC, qui ont sorti une partie des BTC au niveau des exchanges, et donc ça explique pourquoi on a une chute en plus de ce qu'on a pu connaître classiquement au niveau des différents ETF. Donc je pense que c'est le cumul des deux qui montre qu'on a une pression baissière, alors qu'on a une macroéconomie qui devrait nous pousser à la hausse, même si on sait qu'on est quand même lié sans être trop lié. Bon, clairement, ce qui a été le plus compliqué, ça a été clairement les alts. Hein. On voit bien l'impact dans la petite courbe bleue au milieu, on a quelque chose qui est un petit peu flat, qui est BTC, et on voit que les alts ont sous-performé BTC très fortement. Et on voit d'ailleurs qu'on a une reprise depuis hier, tout simplement au niveau des alts, qui sont en train de se restructurer, et là, c'est un des signaux où on pourrait dire, ok, là, c'est plutôt positif, ça veut dire que potentiellement, on pourra avoir au niveau des alts une forme de bottom, ce qu'on est en train de voir aussi sur Total 3, où on voit que on a une réabsorption de cette mèche qui est assez importante, hein, 50% de la mèche en weekly qui a été réabsorbée, donc là il va falloir surveiller la clôture weekly, mais on est en train de maintenir ce niveau-là, on est en train de maintenir ici les 570, qui est un niveau très important, à tenir pour la suite, et tant qu'on le tient, ça veut dire qu'on aura la capacité de rebondir très fortement. Et on a un autre indicateur qui nous indique aussi que potentiellement on pourra avoir cette phase de alt season, ça va être le MVRV, qui nous permet d'évaluer la relation entre Ethereum et BTC au niveau des profits réalisés. Je simplifie grandement, mais c'est l'idée générale. Et donc là, on voit qu'on repasse dans la phase Ethereum, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire que là, on pourra avoir de la volatilité au niveau des alts, et c'est un petit peu ce que l'on chercherait. Et si on regarde aussi au niveau de la dominance, qui est pour moi un indicateur très important sur le fait de déterminer si oui ou non on rentre dans une alt season, on a quand même, depuis octobre 2023, une grosse divergence sur la dominance de BTC. On continue à pousser, mais encore une fois, octobre 2023, cette divergence peut durer très longtemps, et on peut aller chercher cette zone, encore une fois, des 57-58, voire même peut-être aller chercher plus haut, et continuer à avoir cette divergence-là, avant d'avoir la mise en place de cette alt season. Donc oui, on a des indications, mais encore une fois, on n'a pas de date précise, ce qui est plutôt classique, normal pour ceux qui ont l'habitude d'être sur la chaîne et qui ont l'habitude de faire l'analyse technique. On voit une tendance qui est en train de se former, on la prend en considération, mais encore une fois, il va falloir que rentre dans cette tendance pour pouvoir valider, et les validations vont venir principalement d'Ethereum et vont venir principalement des alts avec une rupture haussière au niveau du Total Market 3. On se dira, ok, on est en train vraiment d'inverser la tendance sur par exemple du daily ou du 4 heures, ce qui n'est pas encore le cas, mais il faut le prendre en compte. Encore une fois, oui, BTC peut aller chercher 60K, mais on n'aura pas autant de liquidation qu'on a pu déjà connaître, donc ça veut dire qu'on peut ne pas revoir quelque chose d'aussi agressif au niveau des pourcentages sur les chutes des altcoins, et plutôt quelque chose qui va se structurer sous une forme d'accumulation, quelque chose. Donc là, on a eu vraiment une très grosse chute. On pourra avoir ici des petites chutes de cette façon-là, de façon à avoir une forme d'accumulation et repartir. D'accord? Quand on commence à avoir ça c'est très bon signe, et ça veut dire qu'on est en train de préparer une alt summer. Et oui, la alt summer existe, notamment sur le mois de juillet, août très peu, mais juillet beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant de surfer durant cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de partager et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.